Voilà. Eh bien, bienvenue dans cet atelier. Préparons ensemble, préparons-nous pour la rentrée. Ah oui, cette rentrée, c'est quelque chose. Voilà, ben vous avez déjà fait, c'est pas la peine. Donc, je vais me présenter. Bonjour. Alors, je ne sais pas comment dire parce que je vois Antkoviak. Bonjour, bonjour. Donc, on va se présenter. Je vais présenter Happy Parents. Happy Parents, c'est le fruit d'une étroite et amoureuse collaboration avec mon époux, qui est docteur ingénieur, créateur d'entreprise, coach de dirigeants. C'est la voix que vous entendez, c'est Eric Dulin. Et moi, je suis donc Bernadette Dulin. Bonjour Aliette, conseillère pédagogique et diplômée en mathématiques et en psychologie. Et je suis née avec deux passions, enfin une passion et un leitmotiv, les enfants, le bonheur des enfants, l'amour pour les enfants, la joie, je dirais la responsabilité de les rendre heureux. Et puis j'ai un leitmotiv, c'est le bonheur en famille, la réussite scolaire, le développement des intelligences émotionnelles et relationnelles. Voilà. Alors, Happy Parents, ce sont des éditions qui développent des méthodes pour apprendre en s'amusant. Alors, on a développé pour apprendre à lire l'heure, l'étape de multiplication, la conjugaison. Là, en ce moment, on est en train d'écrire ensemble un jeu vidéo pour que ce soit plus fun, plus rapide pour apprendre encore. Et ce jeu vidéo est basé sur la méthode que j'ai écrite et qui marche bien, particulièrement avec les enfants qui ont des difficultés, mais naturellement avec les autres aussi. Et puis aussi apprendre à apprendre, un atelier que je vais animer aussi sur Internet jeudi soir. Et puis mon mari m'a filmé en train de donner les astuces pédagogiques pour toutes les notions essentielles du primaire jusqu'à la troisième, pour les mathématiques, le français et les bases de l'anglais. C'est-à-dire que j'ai tout écrit sous forme de recettes de cuisine. Ça fait que les enfants qui ont des intelligences particulières vont avoir peur de s'essayer parce qu'à nouveau, ils vont être affrontés à un échec ou peut-être un échec et ils ont peur. Et donc, moi, je leur présente ça sous la forme d'une recette de cuisine. Tu vas d'abord faire ça, puis après, tu feras ça. Et chaque fois, c'est un tout petit pas. Un tout petit pas. Ce petit pas, ils ne peuvent que le réussir parce que non seulement je leur propose petit, mais je leur dis comment le faire. Et après, eh ben, de petits pas, ils arrivent. Et quand ils arrivent au bout, ils me disent, c'est ça? Je dis oui. Mais c'est pas plus dur que ça. Eh bien non, pas plus dur que ça. Et alors on refait pour qu'ils voient qu'ils peuvent y arriver seuls. Et cette fois, ils ne me demandent plus. Voilà, ils réussissent. Et après, ils me disent, mais j'aime. Et bien sûr, il n'y a pas de raison. La réussite est pour tout le monde. Alors, j'ai remarqué qu'on pourrait avoir les enfants avec l'intelligence la plus prodigieuse, on pourrait faire partie des enseignants voilà, qui sont vraiment pédagogues, qui ont des méthodes extraordinaires, et cependant avoir à côté de soi un enfant qui bug, qui a une moyenne, voilà, je suis toujours juste entre 9 et 11. Alors pourquoi? Parce que cet enfant, il a des problématiques de vie qui sont bien plus importantes pour lui à résoudre que les exercices qu'on peut lui proposer en français ou en mathématiques. Donc, j'ai écrit des ateliers à destination de 404. Alors, vous vous doutez bien que 104, c'est pour la rime. Néanmoins, notre aîné des coachés a 85 ans. Voilà. Et donc, on a écrit des ateliers, il y en a pour tous les âges. On commence avec le théâtre. Ce théâtre, ce n'est pas un théâtre à montrer du tout. C'est un théâtre, comment dire, c'est un atelier humain. On va s'entraîner. C'est un petit laboratoire humain. On va s'entraîner, c'est que des improvisations où on va vivre des petites situations de leur vie. Et dès que l'émotion est vécue, on intervertit les rôles. Si je prends par exemple, je me souviens de la séance 5, il y a Dumbo qui pleure, tout le monde se moque de ses grandes oreilles, dont l'ami qui est là de sa maman. Et la maman là, elle a consolé. Et dès que chacun a vraiment vécu l'émotion liée à son rôle, eh bien je vais demander d'intervertir les rôles pour que chacun sache ce que c'est que moquer, se moquer, ce que chacun expérimente d'être moqué et puis aussi d'expérimenter la consolation. Ensuite, un atelier philo. Philo pour les petits, je l'ai aussi décliné pour les ados. Tous les ateliers que je vous présente, ce sont des ateliers qu'on travaille comme une activité piscine ou musique, art plastique, etc. Donc, philo, ça c'est pour les petits précoces, pour les petits qui sont très, très, très doués, qui ont une belle intelligence et qui sont tout dans le mental, dans les questionnements et les questions existentielles, pardon. Donc, un atelier philo pour les petits et pour les ados. Et puis maintenant, 2 ateliers
du stress au bien-être et monde de relations que j'ai décliné aussi, un pour les adolescents et à partir de la 6e et un pour les adultes. Alors, le stress au bien-être, c'est un atelier, je dirais, de premier développement personnel. Voilà, on va travailler sur soi dans toutes les situations de la vie qui peuvent être un challenge et on va donner des outils de vie. Et puis, une fois qu'on a appris à travailler avec soi, qu'on apprend à poser des objectifs, à suivre ses objectifs, qu'on prend du recul sur sa vie, alors après, l'année suivante, on devient capable, si on le souhaite, de travailler la relation. Parce qu'en fait, sur cette terre, tout s'apprend. Nous sommes des êtres uniques et vous le verrez dans quelques diapositives. Je vais vous dédier un texte magnifique sur cette thématique. Donc, nous sommes tous différents. Et nos différences nous créent des différends entre nous. Donc, on va apprendre aussi à gérer les conflits. Et puis aussi, tout un travail sur la parentalité. On a coécrit aussi avec Caroline Burel un atelier Happy EFT sur l'EFT. Alors l'EFT, c'est une pratique psycho-énergétique qui est extraordinaire. On travaille sur les mêmes méridiens que les acupuncteurs, sauf qu'on travaille avec le bout de nos doigts, donc ça ne pique pas. C'est immédiat. Je vous donne un exemple pour que vous vous représentiez la puissance et l'efficacité de l'EFT. J'ai eu une jeune fille qui s'appelait Léa, qui était en 3e. Sa maman me dit, c'est incroyable, Bernadette, elle part de la maison, elle sait ses leçons d'histoire géo par cœur, elle arrive à l'école. Le prof dit, asseyez-vous, sortez une copie, la copie est blanche. Donc, j'ai fait un protocole pour elle, j'ai appris la ronde EFT. Je lui ai dit, tu la feras le soir, comme ça pendant la nuit, ça travaille. Et le matin, en te levant, eh bien, tu la feras pour te préparer dans l'éventualité d'une interrogation surprise. Le lendemain, interrogation surprise. Heureusement, elle avait bien fait, elle s'était bien préparée. Et donc, copie blanche, comme d'habitude. Et tout d'un coup, elle repense à notre technique UFT et elle commence à tapoter. Elle tapote un grand moment, puis au bout d'un gros moment, elle se dit, et si j'essayais? Et voilà, elle a eu 13 à ce DS-là. C'était vraiment une grande joie. Voilà, juste pour vous ouvrir une petite fenêtre sur l'EFT. Alors, on est un centre de formation en ligne. On peut s'adresser directement soit aux jeunes enfants et aux adolescents, soit aux parents, soit aux enseignants et soit aux thérapeutes. Et ceci autour des apprentissages du primaire et du collège. Et on développe tout particulièrement les intelligences émotionnelles et relationnelles via des ateliers. Alors, je vous propose un petit sondage. Je voudrais que vous nous disiez, comme ça va orienter aussi ma causerie, que vous cliquiez sur A si vos enfants sont en primaire, sur B si vos enfants sont au collège, sur C si vos enfants sont au lycée. Si vous avez des enfants au primaire et au collège, bien, je vous invite à cliquer sur D. Et je vous invite à cliquer sur eux si vos enfants sont au collège et au lycée. Et dans le cas où vous auriez des enfants, le système ne proposait pas plus de choix. Donc, je propose pour celles qui auraient des enfants au primaire et au lycée de cliquer sur le choix F qui regroupe les familles qui auraient des enfants au primaire, au collège et au lycée. Voilà. Et comme ça, quand tous les votes seront arrivés, eh bien, je ferai, ben voilà, ça a l'air d'être tout rentré. Donc, on va regarder ce que ça donne. Publier. Voilà. Bon, mon chéri, là, je vais t'appeler au secours parce que je ne sais plus faire. J'ai fait ce que tu m'as dit, mais voilà, je te demande de venir à notre rescousse pour faire un petit bilan. Il faut juste lancer ça, voilà. Donc voilà, il faut juste que vous cliquiez sur les barres qui sont en bas, tout simplement. Voilà, super. Ah oui, il faut cliquer sur les cases Voilà. A, B, C, D, E, F que je n'avais pas affichées. Alors, excusez-moi, je vais vous demander de recommencer. Bon, a priori, c'est la B qui serait la plus représentée, la B et la D. Alors, B, c'est collège et D, primaire collège. Bon, c'est parfait. E, j'ai des collèges-lycées. Génial. A, j'ai des enfants. Voilà, Céline a des enfants primaires. D'accord. OK. Eh bien, merci. Donc, voilà. 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 Donc, principalement, donc, des enfants qui sont primaire collège, vous en avez des deux côtés. On a des parents qui ont des enfants dans les 3 établissements, dans les 3 types d'établissements. Une maman collège lycée et on a aussi des enfants du primaire et des familles qui ont des enfants au collège. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. On va passer à la suite. Voilà. Un petit tapant en propos, cette rentrée, ce mot est angoissant. Il y a de l'angoisse un peu partout. Alors, bien sûr, les premiers en ligne, ce sont les enfants qui vont être affrontés à beaucoup de nouveautés.
Certains vont peut-être changer d'école, certains vont peut-être rentrer à la grande école, rentrer au collège, rentrer au lycée. Et puis, il y a aussi les problématiques de copains qui sont pas toujours faciles. La cour de récré n'est pas toujours aussi fun que le nom pourrait le faire espérer. Et puis, n'oubliez pas, les enseignants, eux aussi, ont de gros challenges. Ils vont voir arriver, ils ont peut-être été affectés à une nouvelle école, ils ont peut-être de nouvelles classes qui leur sont confiées, ils ont peut-être des élèves qui savent être difficiles, qui vont avoir, enfin bref, eux aussi ont leurs angoisses de rentrée. Et puis nous parents, bah bien sûr, nous aussi, on va avoir une nouvelle organisation. Donc la rentrée, c'est un stress pour tout le monde. Je suis ravie de faire cette conférence juste avant pour vous aider justement à faire une rentrée différente parce que je donnais des outils pour la faire de manière différente, de la rêver ensemble. Alors, vous savez, vos enfants, ils vont souvent entendre dire « Oh là là, j'y arrive sans travailler ». Et ça, ils vont l'entendre de l'école primaire jusqu'aux classes prépa et même dans les grandes écoles après. Et ça, c'est pour deux choses. D'abord, on peut montrer comme ça qu'on est plus intelligent, on est très intelligent. Et d'autre part, ça nous évite de nous faire traiter d'intello, parce qu'être intello, c'est pas très populaire. Ça a une connotation sinistre, pas drôle. On n'a pas tellement envie d'être copain avec quelqu'un qui est appelé intello. Alors, je voudrais aussi vous dire que parfois, ça nous crée des soucis. Les enseignants disent aux enfants qu'il ne faut pas apprendre par cœur. Alors, tout n'est pas à apprendre par cœur, mais il y a certaines choses qui sont à apprendre par cœur. Et je pense aussi qu'il y a certains enseignants de langue qui ne disent pas aux enfants qu'il faut apprendre le vocabulaire. Or, à partir de la 4e, ils font des lectures expliquées en anglais. Et donc, s'il leur manque les 3/4 du vocabulaire, ils sont incapables de faire l'exercice. Donc, dès le premier cours en 6e, dès que le professeur, en principe, les professeurs écrivent le mot nouveau au tableau, ils l'expliquent. Et donc, les enfants entendent sa signification ou comprennent son sens. Donc, il faut vite sur le cahier. En même temps, on note le mot anglais et on note ce qui signifie, ce qui évitera en revenant à la maison à ouvrir le dictionnaire à chercher, parce que ça, on ne va pas le faire. Voilà. Donc, tout de suite, des petits conseils. Et on passe à la diapo suivante. En avant-propos, je vais vous dire là quelque chose de très, très, très important. Ne demandons pas à une pâquerette d'être belle comme un lotus ou à un lotus d'être beau comme une pâquerette. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de la beauté de chacune de ces fleurs. On a besoin de la beauté des pâquerettes dans nos prés et on a besoin de la beauté du lotus sur nos plans d'eau. De la même manière, ne comparons pas nos enfants. Pourquoi cette allégorie? Parce que très souvent, ils sont comparés au sein d'une même fratrie. On compare trop les enfants par rapport aux camarades de classe, aux voisins, aux enfants de vos amis, aux enfants de la famille. Ça n'a pas plus de sens que de comparer une pâquerette et une fleur de lotus. Alors, notre responsabilité de parents, c'est de faire en sorte que les enfants soient épanouis et heureux, qu'ils se sentent aimés. C'est la base indispensable de la réussite. Si vous voulez aider vos enfants sur le plan scolaire, commencez par les aimer, leur témoigner votre amour, faites tout ce qu'il faut pour les rendre heureux et pour faire des activités qui les épanouissent. Ce qui est de notre responsabilité de parents, c'est d'optimiser leur potentiel et leur potentiel à chacun. Et avant d'entrer dans le détail et de donner des astuces, je voudrais vous adresser un magnifique poème, texte que j'ai trouvé dans un livre de Nicole Charest qui s'intitule « Petite pensée pour le cœur ». Donc dans le livre, on le trouve avec le titre « Je suis unique » et je me suis permise de le réécrire en mettant le pronom personnel « tu » pour vous le lire à vous, pour que vous le receviez dans votre cœur chacun de vous qui êtes présent. De façon, on vous l'enverra si vous êtes d'accord, on vous l'enverra ensuite par mail, pour que vous le lisiez à votre enfant, à vos enfants, mais à chaque enfant, seul, en aparté, dans sa chambre par exemple le soir, la veille de la rentrée. Le voici, je vous l'offre à chacun.
Tu es unique. Dans le monde entier, tu m'entends? Il n'y a personne comme toi. Depuis le début des temps, il n'y a jamais eu une autre personne comme toi. Personne n'a ton sourire, tes yeux, tes cheveux, tes mains, ta voix. Tu es unique. Personne n'a tes empreintes digitales, ton écriture. Tu es vraiment unique. Nulle part ailleurs, quelqu'un n'a tes goûts pour l'art, la musique ou la nourriture. Personne ne voit les choses comme tu les vois. Depuis que le monde est monde, personne n'a ri ou pleuré comme toi. Et ce qui te fait sourire et t'attendrir ne peut jamais provoquer les mêmes émotions chez un autre. Jamais. Personne ne réagit à une situation comme tu le fais. Personne n'aime et ne vibre à ta façon. Tu es unique. Tu es là le seul dans toute la création doté de toutes ses capacités. Ah, bien sûr, il y aura toujours quelqu'un de meilleur que toi pour réussir mieux encore l'une ou l'autre chose que tu fais déjà si bien, mais personne dans tout l'univers ne possède l'ensemble de tes talents, idées, habiletés et sentiments. Et comme une salle remplie d'instruments musicaux, chacun d'eux, comme tout bon musicien, peut exceller seul. En revanche, aucun ne peut rivaliser de splendeur avec la beauté d'une symphonie exécutée dans un parfait ensemble et dans une belle harmonie. Eh bien, sais-tu, tu es une symphonie. De toute éternité, personne ne regardera, ne parlera, ne pensera ou ne fera comme toi. Mais non, tu es unique. Tu es rare. Et comme tout ce qui est rare, ta valeur est inestimable. Étant donné cette valeur incomparable, tu n'auras pas besoin d'essayer d'imiter les autres. Tu accepteras, ou plutôt tu célébreras tes différences. Tu es unique. Et tu commences à réaliser que le seul fait d'être unique n'est pas accidentel. Tu es sur Terre pour une raison très spéciale. Il doit y avoir une mission pour toi que personne d'autre ne peut faire aussi bien que toi. De tous les millions d'aspirants à ce rôle, une seule dispose des qualifications requises. Une seule, possède la combinaison adéquate et les qualités nécessaires pour mener à bien cette mission personnelle. C'est toi. Voilà ce texte magnifique. Donc vous voyez, ce texte nous donne la posture du parent. La posture du parent, excusez-moi, je m'en étrangle, c'est la posture du coach. Les parents ne sont pas là pour pousser, ne sont pas là pour tirer. Il s'agit d'être là, à côté de nos enfants, de faire équipe main dans la main, avec une même intention toute simple. Pour eux comme pour nous, eh bien, on va faire de notre mieux. En effet, l'école et la vie devraient être au service l'une de l'autre. L'école, c'est une trame sur laquelle l'enfant se construit. Quand on y pense, il va vivre 4 ans de maternelle, 5 ans de primaire, 9 ans, 4 ans de collège, 13 ans, 3 ans de lycée, 17 ans. 17 ans, ça marque quand même. Ça marque une manière d'être inscrit dans la vie, dans la société. Ça influence une vie, un début de vie professionnelle et pas que. Donc vous voyez, parents, enfants et enseignants, on devrait tous faire équipe ensemble jusqu'à l'obtention du diplôme, jusqu'au premier emploi. Alors pour vous aider, parents, à adopter et à rentrer dans cette nouvelle posture, je voudrais que vous vous rameniez à ce souvenir des premiers instants de la vie avec chacun de vos enfants. Oh là là, vous vous souvenez? Comme vous vous émerveillez devant ce petit être qui savait déjà tant et si bien faire de choses à la naissance. C'est tout à fait incroyable quand on en prend conscience. Je voudrais vous raconter une petite chose. Notre fille, notre deuxième fille est vétérinaire et quand elle était en stage jeune, elle avait accueilli une maman chat qui avait des soucis pour faire ses chatons et la pauvre est morte en donnant la vie.
Ma fille a été très touchée par ce chaton qui n'avait plus sa maman et elle l'a gardé ce chaton dans sa poche. Elle s'est mise à le nourrir régulièrement et petit à petit, elle l'a élevé, elle l'a sauvé. Elle le nourrissait de son amour en l'ayant contre son cœur. Et vous vous doutez bien qu'elle n'était pas maman chat, qu'elle ne savait pas lui parler chat, qu'elle ne savait pas l'élever comme une maman chat. Elle lui a juste donné de l'amour. Eh bien, vous voyez, pour faire une allégorie avec nos enfants, la vie nous confie en tant que parents un petit être. Le premier de nos enfants nous crée parents. Et en fait, la vie, en nous créant parents et en nous créant enfants, en nous créant bébés, elle nous donne tous les ingrédients nécessaires en nous pour le devenir. Donc, vous voyez, il faut rentrer dans cette confiance en la vie, dans une confiance en vous. Vous allez devenir les parents de votre enfant et c'est une parentalité unique et vous allez avoir une relation unique, maman avec l'enfant, papa avec l'enfant. C'est chaque fois des relations uniques. Donc, tout va se créer. Donc, ayez confiance en vous, avec ce que vous ressentez. Ayez confiance en vos enfants. Ils ont tout en eux pour faire ce qu'ils ont à accomplir sur la terre. Voilà, la vie nous offre tout. Les parents vont être là pour éduquer les enfants, oui, aux règles d'hygiène, par exemple, aux règles de politesse, aux règles de la terre, aux règles d'éthique, etc. Mais nos enfants vont nous permettre de nous élever au sens noble. Ils vont être affrontés à des difficultés. On est un peu en effet miroir avec les enfants. Et leurs difficultés vont être un révélateur de quelque chose qu'on a besoin de développer dans notre propre être. Et c'est dans ce travail qu'on va faire sur nous que l'enfant va avoir rempli son rôle et va apprendre à son tour. Voilà. Notre rôle, donc, de parents va consister à les accompagner dans leurs expériences. Donc, il faut bien oser leur laisser faire des expériences. Et toutes les expériences qu'ils vont avoir envie de faire, en suivant leurs envies, leurs besoins, mais attention, bien sûr, en créant un cadre sécurisant pour eux, et puis qui nous sécurise, nous, en tant que parents. Parce que si on est tranquille, ils vont pouvoir faire ce qu'ils vont avoir envie d'oser, vont avoir envie de rêver. Donc, pour ça, il faut que parents, nous soyons en accord avec nous-mêmes, au plus profond de nous-mêmes. On ne va pas forcément faire comme nos parents ont fait avec nous. On ne va pas forcément faire comme nos amis, nos voisins. Tous les êtres sont différents. Les valeurs et les priorités de chacun sont différentes. Toutes les familles sont différentes. Tous les couples sont différents. Vous allez donc jouer votre rôle au mieux que vous pouvez, avec la personne que vous êtes, avec le conjoint que vous avez choisi et avec chacun des enfants tel qu'il est. C'est une création ensemble. Donc, vous voyez bien que comparer et désirer qu'ils fassent tous prépa après le bac, c'est une erreur fondamentale. Donc, détachez-vous de tout ça. L'important, et vous aurez vraiment bien rempli votre rôle, si vous l'amenez à faire un job qu'il adore, qu'il éclate, qu'il n'a même pas l'impression de travailler. Parce que si vous regardez autour de vous le nombre de burn-out dont on entend parler aujourd'hui, quand on regarde le nombre de personnes qui changent d'orientation à 40 ans, quand on voit, et on en parle peu, mais si vous saviez le nombre de jeunes qu'on adresse qui sont diplômés, ex-diplômés des plus grandes écoles, qui se suicident, donc on les adresse à qui se suicident bien sûr, ou qui démissionnent des entreprises dont tout le monde rêverait, parce que tout simplement, ils étaient tellement bons qu'on ne s'est pas posé de questions et qu'on ne leur a pas posé de questions. Ils ont filé en section scientifique, ils ont fait les classes prépa, ils ont réussi les meilleures écoles, ils se retrouvent dans les meilleures entreprises et ils se disent, mais qu'est-ce que je fais là? Donc, vous voyez combien il est important d'être au plus près de chacun de ces enfants et d'aller accueillir dès le départ leurs talents, les repérer, ce qu'ils aiment faire, observez-les quand ils ont des temps libres, qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils font bien, qu'est-ce que les autres remarquent qu'ils font bien chez eux. L'important, c'est que chaque enfant puisse découvrir son domaine de prédilection, qu'il puisse se révéler, avoir et dans ce plaisir de ce qu'il sait bien faire, va venir l'épanouissement et avec ça, bien sûr, l'estime de soi, la confiance en soi, le bien-être. Et quand on fait quelque chose professionnellement qu'on adore, bien forcément qu'on va réussir et que le confort matériel suivra. Donc, vous voyez, il ne faut pas avoir peur. Ce n'est pas que les élèves des grandes écoles qui vont avoir une belle vie. Heureusement. Donc, on entend beaucoup parler de l'égalité des chances, c'est un discours politique.
Il n'y a pas plus de sens que de comparer. Personne n'est pareil que personne. Aucune intelligence ne ressemble à aucune. Donc, on va commencer par entrer dans les méthodes et les astuces. Alors, déjà, comment faire pour apprendre plus facilement ces leçons? Eh bien, c'est facile. Ça ne commence pas le soir quand on est à son bureau, ça commence à l'école. Au moment où le prof nous explique, il faut écouter à 100%. Parce que l'enfant qui écoute à 100%, tout d'un coup, son front va se froncer. Là, il n'a pas compris. Et le prof va lui dire, dis donc, Marc, je vois que tu n'as pas compris là. Tu veux que je réexplique à quel endroit? Ou l'enfant lui-même va lever le doigt. Je n'ai pas compris là. Qu'est-ce que c'est? Donc, ce qui est très important, c'est que l'enfant sort de classe en ayant compris. Parce qu'il ne faut pas croire qu'en arrivant à la maison et en éclairant la lumière de sa chambre ou de son bureau, tout d'un coup, pouf, on va comprendre. Mais pas du tout. Et c'est là que malheureusement, on va partir en rêverie parce que forcément, on ne sait pas faire ces exercices et le temps va... Voilà, et ça y est, les devoirs vont prendre des longueurs de temps qui font qu'on les redoute. Donc, on écoute à 100% et on intervient quand on n'a pas compris. Alors, bien sûr, certains vont me dire, oui, mais avec certains professeurs, il ne faut pas... Alors, si on sent qu'il ne faut pas poser la question, on peut repérer dans la classe qui est encore en train d'écrire, qui semble avoir compris. Et lui, on lui demandera en cours de récréation ou à la sortie. C'est très important de rentrer en ayant tout bien compris. Alors, il faut aussi rentrer à la maison en ayant pris le cours en note, en ayant recopié ou en ayant bien pris en dictée ce que le prof a donné. Eh bien sûr, parce que sinon, comment apprendre seulement? Voilà, on a des enfants qui ne peuvent pas le faire. Alors, pour ces enfants-là, il faut aller tout de suite à la rentrée voir l'enseignant en disant que l'enfant ne pourra pas travailler si on ne lui donne pas le cours, voir comment faire pour qu'il puisse avoir une trace écrite de ce cours puisqu'il ne peut pas le faire. Expliquer aux enfants qu'il faut qu'ils s'offrent de la beauté. Vous savez, souvent j'ai des enfants qui n'aiment pas apprendre leurs leçons et je dis, écoute, apporte-moi ton cahier, je vais t'apprendre à apprendre une leçon. Et alors là, j'ouvre le cahier et oh mon Dieu, qu'est-ce que je vois? Tu sais, hein, tu devrais t'offrir de la beauté parce que moi, j'aurais fait un cahier comme ça, j'aurais pas envie de l'ouvrir non plus. Vous savez, c'est écrit tout en noir ou tout en bleu, il n'y a aucune ligne qui est sautée, c'est écrit d'une manière irrégulière, il y a des taches, il y a des ratures. Non, il faut s'offrir de la beauté. On va mettre des couleurs, on va sauter des lignes, on va faire des retours à l'alinéa pour les paragraphes et on va faire des retours à l'alinéa encore plus grands pour les sous-paragraphes. Vous voyez? Donc ça aide énormément parce qu'au moment où on va quitter le cours, on va regarder son cahier et on va dire, bon, alors aujourd'hui, c'était un cours sur une thématique nouvelle. On a écrit 2 chapitres, il y avait 2 paragraphes dans le premier, il y en avait 3 dans le second. Et voilà, ça y est, on sort, en fermant son cahier, on a le plan en tête, vous voyez? Donc c'est ça qui est important, vous voyez comme quoi la leçon s'apprend déjà en cours. Alors, ce qui est important, les enfants détestent apprendre les leçons, mais pire, ils détestent les réviser. Or, c'est comme ça. Vous savez, souvent les mamans disent, mais je l'ai déjà dit. Combien de fois faut-il répéter, répéter? Et oui, être parent, c'est répéter, répéter, répéter. Être enseignant, c'est répéter, répéter, répéter. Et être apprenant, être élève, eh bien c'est réviser, réviser, réviser. Alors, je vous ai mis ici un petit schéma qui est drôlement instructif. C'est monsieur Kurt, le professeur Kurt Epperwein, qui a écrit, qui a mis ce schéma dans son livre « Comment apprendre sans peine ». Et vous voyez, si on apprenait une leçon, il a regardé, il a fait une mesure et il a trouvé qu'au bout de 2 mois, puisqu'en abscisse on a les jours, c'est sur 60 jours, et en abscisse il a mis donc en pourcentage, au bout de 2 mois, si on n'a fait qu'apprendre sa leçon une fois, il reste 8% de la leçon. Vous imaginez ce qui reste au bout d'1 an. Et vous imaginez si on n'apprenait pas la leçon. Et on va à l'école, combien j'ai dit tout à l'heure, 17 ans? Oh mon Dieu. Non, un peu moins, mais quand même. Donc si on révisait une première fois, c'est le tracé rouge, vous voyez, au bout de 2 mois, il ne resterait pas encore la moitié. Hein. Il faut réviser une deuxième fois, donc il faut avoir appris une fois. Il faut avoir révisé une première fois, puis une deuxième fois pour avoir, en gros, les 3/4 de la leçon. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas.
je n'ai pas du tout prévu d'asseoir et ligoter les enfants à leur bureau et de travailler des heures et des heures, bien plus qu'ils ne font. Au contraire, on va travailler intelligemment, normalement beaucoup moins, et on saura bien mieux. Alors, si on veut entrer dans le concret avec le temps des devoirs, vous voyez, aussi bizarre que ça puisse paraître, ça ne va pas commencer au moment où on va mettre ses yeux dans son cahier, mais ça va commencer dès la sortie de l'école. Alors, je vais vous dire, dans l'idéal de l'idéal, ce serait que la maman ou le papa aille chercher les enfants à l'école. Alors, ne culpabilisez pas, si ce n'est pas possible pour vous. Il y a encore plein de solutions que je vais vous proposer. Peut-être que j'en oublie encore. Et la première, ce serait de bien choisir une personne aimante qui prenne vos enfants en charge. Ça pourrait être votre maman, votre papa, donc la grand-mère ou le grand-père de l'enfant. Ça pourrait être une nounou, si les grands-parents habitent loin. Mais une nounou, pas n'importe quelle nounou. Une nounou que vous avez choisie sur des critères bien précis, en demandant autour de vous aux gens, et particulièrement aux personnes qui ont les mêmes critères que vous. Supposons que vous n'ayez pas les moyens de vous offrir le service d'une nounou, il reste encore des solutions. Ça pourrait être, dès qu'ils arrivent à la maison, en gros, ils arrivent à la maison entre telle heure et telle heure, vous savez à peu près, vous allez demander aux grands-parents, à l'un d'eux, ou à tour de rôle, ou ils s'attribuent un jour, d'appeler les enfants pour savoir comment ça va. S'ils ont passé une bonne journée, sachez qu'un jour, j'ai sauvé la scolarité d'une petite fille qui était, une petite fille, mon Dieu, elle était collégienne et elle avait tout abandonné parce que quand elle rentrait seule, c'était déprimant pour elle. Et comme je connaissais bien sa grand-mère, je lui ai dit, écoute, tu devrais appeler ta petite fille. Elle lui demandait comment s'est passée sa journée. Eh bien, juste ça, cette grand-mère n'était pas allée à l'école, donc elle ne pouvait pas l'aider sur le plan scolaire, mais juste de lui demander, de lui permettre de débriefer sa journée. Et ça a changé sa scolarité. Vous savez, il s'en passe tellement à l'école. Cette petite fille ne travaillait pas très bien, cette jeune fille ne travaillait pas très bien, donc forcément, elle avait des remarques des professeurs qui parfois étaient humiliantes, elle avait des copains, copines avec qui ça ne se passait pas toujours bien. Donc, vous voyez, si vous écoutez ce qu'on lit ou si vous lisez dans les livres de neurosciences, vous verrez que tout l'émotionnel envahit le cerveau. Et donc, quand vos enfants sont envahis par tout ce qu'ils ont pu vivre de difficile dans leur journée, vous pouvez bien vous douter que se mettre au devoir, ça ne va pas être simple du tout, parce que la partie rationnelle du cerveau, la partie, on va dire, elle est plus intellectuelle, la partie qu'on a besoin de solliciter pour faire son travail, elle est écrasée par l'espace que prennent les émotions dans le cerveau. Donc, le fait de débriefer, c'est vraiment très important. Alors, dans le pire des cas, si vous n'aviez pas qui que ce soit qui puisse même lui téléphoner, vous pourriez peut-être voir comment, à tour de rôle, ou une semaine sur deux, je ne sais pas, vous arranger avec votre conjoint pour que et vous arrangez avec votre chef hiérarchique pour passer un petit coup de fil aux enfants et leur permettre ce petit débriefing avant qu'ils se mettent au travail. Alors, dans le meilleur des cas, vous êtes à la maison, vous allez faire des câlins, vous allez donner un bon goûter aux enfants et puis on va dire que très souvent, le réflexe, ça va être d'aller jouer avec les petits voisins, de courir un grand coup, ou alors ça va être de taper dans un ballon. Mais pour certains qui ont besoin plus de calme, ça va être simplement de rêver sur leur lit ou d'écouter de la musique. Mais attention à ce petit doigt qui est coquin. Il a une tendance fâcheuse à aller rechercher, mais d'une manière tellement ingénieuse, le bouton on de l'ordinateur ou de l'écran de télévision. Alors maintenant, il y a des replays pour les feuilletons, c'est plus un souci. La télé, les jeux vidéo, tout ça, c'est la récompense. Surtout pas avant. C'est démontré, c'est reconnu, c'est pas bon. Encore être assis, encore se concentrer, absorber des ondes, ça va perturber les apprentissages après. Ça, c'est la récompense pour après. Et puis, je voudrais avoir une pensée pour tous ces jeunes qui détestent l'école, parce que le scolaire, c'est quand même spécial, il faut bien l'avouer, il faut aimer. Et on n'est pas obligé d'aimer ça. Donc, pour ces enfants qui se forcent, qui sont obligés d'aller à l'école 6 heures par jour, assis à une chaise, pour certains, c'est un vrai martyr. Eh bien, vous voyez, ils rentrent à la maison et il va falloir travailler. Vous vous doutez bien qu'ils vont procrastiner, qu'ils vont repousser le temps de se mettre au devoir. Donc, pour ces enfants, ce serait peut-être astucieux de manger le goûter sur le chemin du retour. Alors, mettez-le dans un plastique et dans une boîte, donnez, je ne sais pas, des biscuits secs, qu'ils mangent son goûter sur le chemin du retour pour qu'arrive à la maison, ils s'y mettent, bien fait, vite fait, bien fait. Et après, ça va lui dégager un grand moment
pour faire ce qu'il veut et pour jouer. Qu'ils aient vraiment l'impression que oui, ils ont une journée d'école, oui, elle est longue, oui, elle est suivie de devoirs, mais ils ont quand même le temps de jouer. Et ça, je pense que c'est astucieux de permettre aux enfants qui n'aiment pas l'école qu'ils aient un long moment pour se divertir et faire des choses, des projets qu'ils ont à cœur. Alors, prérequis pour se mettre au travail. On va laisser son portable chéri à l'entrée loin, loin, loin de soi. Et peut-être mettre sur muet pour qu'on n'entende rien quand il y a un texto qui rentre. Parce que même si on a pris la décision et qu'on a été responsable, on l'a mis loin, si on entend juste, même ne serait-ce qu'en allant le poser là, loin de soi, pour peu qu'il y ait un texto qui rentre à ce moment-là, vous savez ce qui va se passer? Bon, je répondrai pas, juste le voir qui c'est. Et on regarde, oh, c'est Paul, justement, il fallait que je l'appelle. Ah, mais ça tombe trop bien, je ne savais pas son numéro de téléphone, vite, le. Et voilà, c'est parti, c'est grillé. Donc, on s'arrange, on a décidé, on a tout coupé. Jusqu'au moment où on va le poser, voilà, c'est fini, il est loin de soi. Et quand on revient dans sa chambre, on va aussi fermer le Skype de son ordinateur et on va aussi couper la boîte mail pour ne pas entendre aussi les petits bruits sympathiques qui nous disent que quelqu'un nous a laissé un message. Voilà. Ah, on est tranquille sur son bureau. Oui, des fois le bureau, pouf, il y en a. Alors hop, on fait table rase. Il faut, si on veut se concentrer, il faut qu'il n'y ait rien. Et surtout, il faut qu'on ait la place de mettre, si on a un exercice à faire, un livre, un cahier et la trousse. Et vous savez, leurs bureaux ne sont pas si grands que ça. Donc, il faut bien ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire du reste? Eh bien, si on a des étagères, ça, ce serait pratique d'avoir près de leur bureau des étagères libres où ils peuvent poser justement leurs livres et leurs cahiers. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, il faut une pile par terre. Voilà. Donc maintenant, ben, on va pouvoir y aller. Alors, pensons un petit peu à l'organisation de la maman, supposons, ou du papa, supposons que vous supervisiez les devoirs de tous les enfants. Alors, ce que je vous conseille de faire, donc, quand c'est le moment des devoirs, ne les mettez pas dans la même pièce. S'ils ont une chambre chacun, qu'ils chacun aille dans sa chambre, parce qu'il a son matériel, et puis ils auront un coin tranquille. Toute la journée, ils ont été dans le bruit et les sollicitations extérieures, ils ont besoin de calme. Le silence nourrit et ça permet au cerveau de décanter pour pouvoir encore emmagasiner de l'information. Alors, chacun dans sa chambre, et vous allez aller, et si ils ont pas, mettons qu'il y ait deux enfants dans la même chambre, il y en a un qui peut travailler là, par exemple, et puis l'autre dans la salle à manger, un endroit, mais attention, dans un endroit où il ne va pas y avoir de va-et-vient. Et puis, pour que ce ne soit pas toujours lui qui soit à la salle à manger, mais il fera un tour de rôle, hein, bien sûr, il faut penser à ça aussi. Alors, s'il y a plusieurs enfants, vous allez commencer par les petits mettre toujours du temps à s'installer. Hein, ne serait-ce que pour aller jusqu'à la chambre, leurs petits pas sont plus petits. Voilà. Donc, vous allez vous occuper des grands, et puis après, allez voir les grands, allez voir ce qu'ils ont à faire, les aider, regardez comment ils vont faire leur plan de travail, voilà. Regardez s'ils vont avoir besoin de vous, combien de temps, etc. Et hop, vous allez vous occuper du petit. Qui a sorti ses affaires, qui a commencé, vous finissez avec le petit. Quand il a terminé, hop, vous le mettez, vous lui demandez ce qu'il a envie de faire, vous vous arrangez pour qu'il ait une activité calme, qu'il ne vienne pas vous déranger en permanence, et puis vous terminez avec le grand. Ce qui est important, c'est cette diapositive. Là, je parle tout particulièrement pour les enfants du collège et du lycée. Tous les soirs, il vous faudra une organisation en 3 temps. Je fais tout ce qui est à faire pour demain, je révise les leçons, je m'assure que les exercices sont faits. Vous avez entendu, vous avez remarqué ce que j'ai dit? Je n'ai pas dit vous apprenez les leçons, j'ai dit vous révisez les leçons. Pourquoi réviser? Parce qu'une fois que ça c'est terminé pour le lendemain, vous allez apprendre toutes les nouvelles leçons du jour. Le vocabulaire des cours de langue, y compris, même si le prof ne l'a pas dit. Parce que si vous apprenez les leçons aujourd'hui, ça va durer 5 minutes, mais si vous l'apprenez dans une semaine, ça va durer 3 quarts d'heure et vous ne les saurez pas. Par ailleurs, vous serez prêt pour l'interrogation surprise et au fur et à mesure que vous allez réviser, c'est comme apprendre, c'est comme un oignon. On apprend une fois et c'est une couche de l'oignon. Une deuxième fois, tu dis, ah ben tiens, j'avais pas vu ça. Ah, je comprends. Et la troisième fois, tu dis, ah ben tiens, j'avais pas vu que ça s'écrivait comme ça. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait que vous avez révisé ce qui est à faire pour demain, que vous avez fait les exercices sont faits, que vous avez appris les nouvelles leçons de la journée, vous allez réviser celles que vous avez apprises la veille.
Donc, apprendre une leçon le jour même, c'est 5-10 minutes. Réviser, c'est 3 minutes. Réviser celle de la veille, c'est 2 minutes. Et donc, vous allez, en définitive, il gagne beaucoup plus de temps parce que 10 minutes plus 3, ça va nous faire 13 minutes contre 3 quarts d'heure. Alors maintenant, je voudrais faire une digression. Si vous êtes dans le cas des parents qui redoutent les mauvaises notes. Alors, quand l'enfant ramène une mauvaise note, on va oublier ce que vous faisiez et vous allez commencer par remercier votre enfant. Vous savez, je suis maman et j'ai fait ça pour moi-même parce que quand un enfant ramène une mauvaise note, on a l'estomac qui part dans les chaussettes. C'est terriblement douloureux et terriblement angoissant. Donc, commencez par le remercier d'avoir osé dire sa note, d'avoir cette humilité et cette honnêteté. Et vous savez, c'est important pour vous parce que si vous ne faites pas ça et que vous restez dans les cris, vous allez vous trouver comme tous les parents qui ont été dans ce cas, eh bien, votre enfant finira par mentir par omission. Il ne vous dira pas les mauvaises notes et quelque part, ils ont raison parce que ça va gâcher toute la soirée. Et si chaque note gâche chaque soirée, ça va faire beaucoup de soirées gâchées si on multiplie par le nombre d'enfants. Et de toute façon, quand le bulletin va arriver, ça va toujours, de toute façon, être une soirée gâchée. En tant qu'affaire, une, ce serait peut-être suffisant. Donc, vous savez, il faudrait prendre conscience que l'enfant est terriblement malheureux quand il a une mauvaise note par rapport à lui. Il aime recevoir des bonnes notes pour son travail. On n'y pense jamais à ça. Et puis, il aime quand le prof dit la note devant tout le monde, que ses amis sachent qu'il est à la hauteur. Et bien sûr aussi par rapport à vous, il est tellement malheureux. Il aimerait tellement vous faire ce cadeau d'avoir une bonne note, de vous ramener une bonne note. Ça paraît pour lui un tel juste retour des choses pour tout l'amour et les soins que vous lui donnez. Quand l'enfant ramène une mauvaise note, il faut trouver du positif à lui dire à ce moment-là. Ça fait du bien aux parents et ça fait du bien à l'enfant. Et surtout, ça vous évitera le mensonge. Prendre l'habitude, quand l'enfant ramène une note, d'entendre la note comme une information à la télé et de regarder ensuite, quand sera le temps des devoirs, où il a perdu des points, en complétant la fiche « Astuce pour réussir mon contrôle de maths »,« Astuce pour réussir mon contrôle de français », etc. Et quand vous aurez vu où il a perdu les points, vous allez remplir la fiche, cette fiche, et refaire les exercices, là où il a fait une erreur. Refaire tout l'exercice, si s'est trompé entre la ligne 3 et la ligne 4, juste essayer, cacher la ligne 4, essayer de refaire. C'est ce passage qu'il n'a pas compris. Et vous savez, il faudra redemander demain. Parce que, mais ça prend 2 secondes, on sait ou on ne sait pas. La place de l'écrire une ligne de mathématiques, des fois, montre en main, ça ne fait pas 3 secondes. Donc on sait ou on ne sait pas. Et vous savez, le cerveau, il sait qu'il a fait faux là. Et il va s'arranger. Même s'il a compris comment il faut faire, vous verrez que la dernière fois qu'il aura à le refaire, il va vous écrire que 2 fois 2 fait 5. Parce qu'il sait qu'il se trompe là. Donc, ne vous arrêtez pas, s'il a fait 2 fois 2 égale 5, il a encore besoin de revenir une fois pour que même 2 fois 2, ça fasse 4. Parce qu'à ce moment-là, il sait qu'il réussit. Et s'il y a un contrôle ou un exercice qui tombe là-dessus, il réussira. Donc, c'est très important, c'est ce qu'on appelle apprendre de ses erreurs. Alors, qu'est-ce qu'on met sur la fiche astuce pour réussir mon DS de maths, par exemple? Eh bien, par exemple, cette fiche, il faut la commencer pas seulement quand on rend le devoir, parce que finalement, il y a des choses qui vont servir pour les prochains, et encore pas toutes, mais ce sera astucieux que ça commence dès le premier cours de la nouvelle notion. Quand je fais ce type d'exercice, j'arrive pas à commencer. Donc, si on me demande de faire gna 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 gna, je commencerai pas. Et je mets un exemple. Et cette fiche, je vais la regarder tous les jours, de même que j'ai répété ma fiche de cours tous les jours. Supposons que sur le devoir, il a fait un calcul très compliqué. Le seul de la classe a trouvé 25 pour le périmètre, mais il a oublié de marquer mètre. Faire la moitié des points, c'est quand même rageant. Donc, on met sur la fiche astuce pour réussir. Et quoi? Il a perdu 1 point parce qu'il a oublié de laisser la marge à droite. Et en plus, c'est la 3e fois que ça lui arrive. Ce sera astucieux de mettre cette remarque-là dans la fiche astuce pour réussir parce que la prochaine fois, il ne perdra pas 1 point de plus. Parce que si on continue 1 point par 1 point par 1 point, finalement, sur la moyenne de mathématiques, il méritera 1 point de plus. Ben, 1 point de plus sur une note sur 20, ça compte. En conclusion, si l'enfant ramène des notes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, prendre l'habitude de les accueillir comme une information à la télévision. Ne pas rentrer dans l'émotionnel. La colère amène le mensonge quelques mois plus tard. Prendre l'habitude de remettre au temps des devoirs l'analyse de ce qui a fait perdre des points, que la note soit bonne ou mauvaise, et du coup, eh ben, c'est plus une punition,
Ça met du sens à préparer un DS, ça met du sens. Voilà, on dit toujours que les enfants ne sont pas autonomes dans leur travail. C'est une manière de développer l'autonomie et le travail intelligent. Alors, je vais vous demander de voter. Encore une fois, j'espère que je vais faire ça mieux. Donc, je vous mets les choix. Non, j'ai encore pas su faire, on dirait. Mon chéri, je te demande de prendre la main, s'il te plaît. Donc, vous allez cocher A si vous pensez que, je voudrais vous poser la question suivante. À partir de quelle note vous considéreriez que votre enfant ramène une bonne note? Alors, si c'est à partir de 10, à partir de la moyenne, vous votez A. Si c'est à partir de 12, vous votez B. À partir de 14, C. À partir de 15, D. À partir de 16, E. À partir de 18, F. Alors, voilà, mon mari a affiché. Cliquez sur les lettres, s'il vous plaît. Cathy, je vous demande de revoter à travers le petit clavier possédant les lettres. Voilà. Alors, mon chéri, je te laisse publier quand tu penses que c'est bon. Alors, on pourrait peut-être publier. Là, je pense que tout le monde a voté. Voilà. Alors, on va dire que 47% d'entre vous a choisi le choix D à partir de 15, 41 à partir de 14, une personne à partir de 12 et une personne à partir de 16. Alors, je vais vous dire ce que j'ai voté la première fois moi-même, parce que je me suis posé cette question. À partir de quand, Bernadette, merci pour votre participation. À partir de quand, Bernadette, tu considéreras que tes enfants te ramènent une bonne note? Et oui, j'avais voté pour 15. Et j'aimais bien 15 parce que c'est un chiffre qui m'a permis de faire un calcul assez représentatif. Vous voyez, j'ai pris conscience que quand ma fille me ramenait 15, quand l'une de mes filles me ramenait 15, ben, elle avait réussi que 75% de son devoir. Ça donne le vertige, n'est-ce pas? Alors que tout le monde est content quand les enfants ramènent 15, et ça veut dire que 25% du chapitre n'est pas assimilé. Donc, vous voyez la nécessité de se pencher sur ce qui n'est pas acquis et pourquoi il est si important de retravailler et pas de retravailler juste après le DS. C'est tous les jours à partir des exercices qu'on n'a pas réussi. Alors, comment faire pour le faire progresser? Je vous conseille fortement d'acheter le livre du maître ou le livre du professeur, notamment pour les matières scientifiques, parce que quand l'enfant sèche sur ses exercices, il va pouvoir, oui, on va lui donner, en toute responsabilité, on l'éduque à la responsabilité, on l'éduque à l'autonomie, on va lui permettre de regarder la solution. Il vaut mieux qu'il passe du temps à regarder la solution plutôt qu'à s'endormir devant son exercice et trouver que les devoirs sont trop longs. Alors, il va regarder, il va essayer de comprendre. Ah, d'accord, il ferme le livre, il essaie de faire son exercice. Il bug encore un petit peu, il va re-regarder. Il est en train de commencer à apprendre. Le lendemain à l'école, il va participer parce qu'il a bugué, d'autres ont sûrement bugué. Il va lever le doigt et il va à nouveau, vous voyez, retravailler sur les exercices. Vous voyez? Donc, c'est très important de travailler comme ça. Vous ferez bien attention quand vous achèterez le livre du professeur, de bien regarder le mois et l'année d'édition, parce que parfois, il y a plusieurs éditions la même année, hein, pour avoir exactement le même. Donc, vous voyez que le contrôle ne se prépare pas le week-end qui précède. Qu'est-ce qui se passe en général? Ils vont passer le week-end sur leur révision du DS de maths ou de physique. Mais non, s'ils ont travaillé régulièrement, comme je vous expliquais tous les soirs, eh bien, la veille du DS, il ne restera plus qu'à réviser une énième fois son cours, donc ça va être fait en quelques secondes. Sa fiche d'astuce, on le travaille tous les jours, ça va sortir comme ça. Et qu'est-ce qu'il restera à faire? Un exercice caractéristique de chaque. Dans chaque chapitre de mathématiques, vous avez 2, 3, voire 4 exercices, pas plus, et c'est toujours les mêmes. Donc, juste ça, donc ça va prendre quoi? Allez, un quart d'heure à tout casser? Vous voyez, c'est plus rien. Et du coup, l'enfant, au lieu de se dire, oh, quelle note je vais encore te ramener, tout ça. Mais non, il sait, au fur et à mesure, il possède. Et s'il y a un truc qu'il n'a encore pas très bien compris, le lendemain, il pose la question à l'école. Donc, au lieu d'être à redouter l'exercice, il va être à vous dire, oh là là, maman, papa, si tu savais comme une part d'avoir le DS, je vais te ramener une très bonne note. Vous voyez, ça change toute la posture de l'enfant vis-à-vis des notes. Alors, comment optimiser sa moyenne générale? Alors, je vais vous donner un petit conseil. Dites à vos enfants de recompter leurs points. Les professeurs corrigent leur paquet de 25 copies après la classe, après cours. Ils sont fatigués. Très souvent, il y a des erreurs dans toutes les matières, maths y compris. Et vous savez que l'air de rien, on récolte des points et que sur une moyenne, ça finit par avoir un véritable impact de plusieurs dixièmes. Vous voyez, là, je vous donne un exemple, par exemple 3 dixièmes.
Eh bien, passer de 10,9 à 11,2, il n'y a pas, ça a un impact sur l'enfant, les parents et le conseil de classe. Alors, encore une petite astuce. Comment ramener une bonne note si je stresse alors que j'ai tout bien fait? Parce que dans cette transition, on va changer de posture, mais n'empêche qu'on a des vieux souvenirs qui nous hantent. Et pour nous aider, je vous propose d'avoir recours au Rescue. C'est un produit qui a été créé par le Dr Bach, qui est un médecin passionné de fleurs et qui a étudié les vertus des fleurs sur les émotions humaines. Et donc, à partir de cette fleur, il a créé le produit Rescue, qui vient de l'anglais to rescue, qui veut dire secourir, qui va grignoter ce que le cerveau produit quand il est soumis au stress. Ça veut dire qu'on ne ressent pas les conséquences du stress. Du coup, on n'a pas la plume sèche, du coup, on a l'esprit qui est flexible et on arrive à faire ces exercices. Alors, parfois, les enfants vont vous dire « je suis nulle, j'y arriverai jamais ». Donc, quand c'est ça, prenez-leur en plus le produit. C'est toujours une fleur de bac, donc ce sont que des fleurs. Prenez-lui du chêne. Dans certaines pharmacies, on trouve qu'en anglais. Donc, je vous ai mis le produit. Oh, et c'est la même chose. Et prenez-le avec le Rescue, puisque se dire « j'y arriverai pas » ou « j'y arriverai jamais », ça stresse. Et puis, alors, je voudrais vous parler de l'EFT. L'EFT, c'est une technique prodigieuse. Alors, je vois que le temps passe, donc je vais me dépêcher d'avancer. Astuce pour les parents, si vous voyez le massage des pieds le soir, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, prendre 3 gouttes d'huile essentielle de lavande dans le creux de la main, masser bien le pied, bien la main bien à plat sur toute la surface du pied pour éviter la chatouille. Et comme tous les organes sont représentés, ça va harmoniser tout le corps de l'enfant. Et puis après, sur les 2 pieds, chacun leur tour, sur les faces internes et externes du pied, vous allez appuyer index gauche devant index droit bien fort, puis index droit devant index gauche, etc. Depuis la fin du talon jusqu'à la base de la paume de pied. Vous voyez d'ici jusqu'ici. Donc, face interne, face externe. Et quand c'est fini, vous allez faire des pressions avec le pouce, comme là, à la base de la paume de pied. Là, c'est le plexus solaire. Et là, ça va les défaire de tout le stress de la journée. Alors, que pouvez-vous faire si le temps des devoirs est houleux? Eh bien, déléguer. Mais ne laissez pas l'école faire souffrir votre relation. Vous êtes d'abord des parents. Il faut que cette relation soit bienveillante, positive, valorisante. Témoignez-leur toute votre affection, complimentez-lui. Accordez-lui un petit aparté le soir, lisez-leur une histoire ou massez-leur les pieds. Et pour optimiser leur potentiel, il faut que la maison soit le home sweet home. Là, on vit l'amour, la paix, la joie. Ouf, on vient se ressourcer. Dehors, ça a été assez difficile. Vous allez avoir un rythme de vie tranquille. Vous allez réguler les temps devant les écrans. Ils vont se coucher tôt régulièrement. Et vous allez jouer beaucoup. On a écrit 2 e-books qui s'intitulent tous les 2 « Jeux pour apprendre en s'éclatant ». Pour les distinguer, on a le tome 1 et le tome 2. Et vous allez faire des tonnes d'activités avec eux. Le tome 1 est plutôt orienté pour tous les temps extrascolaires, les jours de pluie, les vacances, l'attente chez le médecin. Et le tome 2, pour faciliter les apprentissages scolaires. Par exemple, en histoire, vous avez le site Histoire dans le livre, vous cliquez, vous trouvez dessus. Et s'ils sont sur Louis XIV, ils vont trouver des petits livres, des petits albums BD, des jeux vidéo à faire sur l'époque de Louis XIV. Donc, vous imaginez que ça rentre facilement. En géographie, vous allez avoir, en cliquant sur un site, vous allez avoir des cartes toutes prêtes, les étiquettes des fleuves. Oh, vous aurez pu, c'est plus ludique d'apprendre comme ça. Mon mari, pour la physique, a créé un lien entre cet e-book et le musée des sciences à Paris, et vous allez pouvoir faire de l'expérience en ligne. Et puis, n'oubliez pas de choisir des activités extrascolaires détendantes. Si vous lui faites faire de la musique, c'est extraordinaire la musique, mais ne visez pas le conservatoire. Il le fera peut-être, peut-être pas. La question n'est pas là. La question, c'est que aller à son piano, aller à son violon, lui permettre d'épancher. C'est un trop plein d'émotions. C'est ça qui est important. En conséquence, pour cette nouvelle année scolaire, pas de cris à la maison pour l'école. Vos enfants sont d'abord vos enfants, que vous aimez, dont vous vous occupez, que vous coucounez, et puis des élèves. Et que quelques heures par jour. Si ça ne se passe pas bien, réfléchissez ensemble. Mais qu'est-ce qui pourrait engendrer ce problème? Cherchez des solutions avec lui. L'école, c'est son domaine, sa réussite, son projet, et par ricochet, sa vie. La vôtre, je veux dire. Pensez-vous que ce soit vraiment
une éducation de laisser un enfant ne rien faire, s'ennuyer sur les bancs de l'école jusqu'à ses 16 ans, à recevoir humiliation, mauvaise note, mauvaise appréciation sur le bulletin et puis après des punitions à la maison pour renforcer tout ça. Hein. Pour moi, c'est de la maltraitance. Pour moi, c'est une éducation qui n'est ni responsable ni respectueuse de l'enfant. Alors, si votre enfant a tout abandonné, essayez de trouver la cause. Ça peut être, il y a eu un certain nombre de lacunes qui, année après année, se sont ajoutées. Donc là, il va falloir faire des remises à niveau. Pas sur l'année écoulée, mais depuis le début. Il y a des élèves en seconde qui sont en échec en seconde, j'en ai eu, pour des thématiques apprises au primaire qu'elles n'avaient soit pas vues, soit oubliées, soit qu'elles n'avaient pas compris à l'époque. Et puis, il peut y avoir des problématiques de copains. Donc, vous avez un enfant précoce ou très doué, il peut être comme une girafe dans un aquarium qui cherche une autre girafe pour jouer, qui n'en trouve pas et c'est désespérant. Donc, il va peut-être falloir changer d'école. Alors, pour vous aider, pour tous ces enfants qui ont des intelligences différentes, c'est pour ça que je crois que j'ai attendu cette année pour faire cette conférence qui me tenait à cœur depuis fort longtemps. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a une bonne nouvelle. Si l'école rend votre enfant malheureux, il y a de 20 à 50 écoles qui naissent par jour. Et grâce à ces liens qu'on vous enverra, vous pourrez trouver une école dont la pédagogie sera adaptée, la mieux adaptée à votre enfant. Et vous pouvez trouver par secteur géographique, etc. Et je pense que vous trouverez. Donc, cherchez, vous trouverez. Eh bien voilà, on va passer aux questions. Donc, j'attends que vous m'indiquiez les questions sur le chat et puis je vais y répondre avec grand plaisir. Sport en club égale détente, oui. Alors justement, oui Julie, merci de poser la question. Je pense que parfois, un club de foot, c'est pas rien. Ça prend plusieurs soirées d'entraînement, ça prend les week-ends. Il faut vraiment que l'enfant soit passionné et puis ce n'est pas tous les enfants qui vont devenir joueurs de foot. Donc peut-être, si ça ne vous convient pas, trouvez des petits copains dans le voisinage avec qui ils iront tout simplement taper dans le ballon, tout simplement. Alors pour l'apprentissage en 3 temps, Madame Ankoviak, oui, les enfants, il me manque la reste de la question. Comment motiver un enfant à apprendre les leçons qui ne sont pas à savoir pour le lendemain? Je crois qu'il faut leur faire la démonstration que je vous ai faite tout à l'heure avec le temps. Faites-lui apprendre, mesurer le temps qu'il met pour apprendre une leçon du jour et faites-lui apprendre une leçon une semaine plus tard et mesurez le temps qu'il a mis pour. Et ça va être la démonstration. Maintenant, je vais vous dire, si vous commencez, alors jeudi, je fais donc une autre conférence sur apprendre à apprendre. Cette conférence-là, je vais tout vous apprendre comme on fait dans le menu détail. Et oui, en fait, il gagne un temps fou et il gagne des points. Il gagne des points. Il faut l'expérimenter. Ah si, je sais ce que je vais dire. En fait, s'ils commencent la méthode dès le jour de la rentrée, ils vont avoir des choses pour demain, peut-être un exercice ou deux, c'est souvent des révisions. Au début, ils n'auront même pas de leçon la journée. Et puis, il faudra peut-être attendre le lendemain ou le surlendemain pour avoir la première leçon d'SVT. Et donc, il n'y en avait pas la veille puisqu'on était en vacances. Donc, si vous prenez la méthode d'apprendre à apprendre que je vais enseigner jeudi, ça va se faire tout doucement, tout seul, très facilement, puisque justement, il n'y a rien. Et donc, la seule leçon qu'on pourrait apprendre, c'est peut-être la leçon qu'on a eue aujourd'hui, ça gagnera du temps. Et quand ils vont voir le temps qu'ils vont mettre pour la faire, ça va être une preuve pour eux. Doivent-ils apprendre les leçons des cours de la journée? Oui, c'est bien ce que j'ai dit. On révise la leçon pour le lendemain. On apprend les leçons qu'on a eues dans la journée, les nouvelles leçons, et on révise celles qu'on a apprises la veille. Ma fille est très lente dans ses apprentissages. Comment faire? Alors ça, c'est l'objet de la conférence Apprendre à apprendre. J'apprends à apprendre les leçons. Déjà, être bien concentré pendant les cours, c'est déjà fondamental. Pourquoi parlez-vous tout le temps de notes alors que maintenant nous parlons en compétences? Bon, on parle en compétences sans doute au primaire, mais au collège et au lycée, on parle de notes, on est toujours au niveau des notes. Oui, alors le ministre annonce qu'il n'y a pas de devoir, mais il y en a toujours à l'école. Comment les convaincre que le temps passé au devoir n'est pas du temps perdu? Justement, si ça se transforme en compétences pour le primaire ou ça se transforme en bonnes notes, les bonnes notes, ça fait toujours plaisir. Hein, c'est comme une récompense, ça fait toujours plaisir. Voilà.
Alors, les enfants qui sont lents dans comment, voilà, en attendant les autres questions, je vais revenir sur les questions en arrière. Vous savez, il y a beaucoup de parents qui n'aiment pas la politique de la carotte. Mais moi, je me dis que les adultes, ils aiment bien travailler, s'appliquer pour obtenir une promotion ou pour avoir une augmentation de salaire. Donc, je pense que les enfants sont pareils. Donc, parfois, on peut motiver avec, voilà, si, peut-être pour chaque note au-dessus de la moyenne ou au-dessus de 14, ou bref, on pourrait avoir, je ne sais pas, ou mettre un petit dessin, puis au bout de X soleil, eh bien, aller à McDo, pour donner un exemple, ou aller, je ne sais pas, faire un laser game ou quelque chose qui leur fait plaisir. Mon fils est immature et refuse d'apprendre. Que faire? Votre fils vous semble immature, il ne l'est pas forcément. Il faut comprendre, là, il faudrait que je le coach pour voir qu'est-ce qui lui donne ce refus d'apprendre. Alors, il y a 1000 manières. Alors, que faire? On verra. Est-ce que c'est un souci avec les copains? Est-ce que ça a toujours été le cas? Qu'est-ce qui a créé le truc? Peut-être qu'il lui faut une pédagogie différente. Là, je ne peux pas répondre plus. La réponse est tellement plurielle et tellement unique et adaptée à chaque enfant. Si l'enfant a des problèmes d'attention, rentré en CM1, il vaut mieux concentrer devoirs sur mercredi et samedi matin avec des pauses ou le forcer à faire des devoirs tous les jours malgré la fatigue de la journée. Bon, alors là, c'est pareil, c'est un petit peu à vous de voir par rapport à votre enfant. Moi, je pense que le travail régulier produira toujours plus. Si l'enfant a des problèmes d'attention, il faudrait voir pourquoi. Donc déjà s'assurer que les problèmes d'attention, ça peut être problème d'attention, problème de concentration, ça va un peu ensemble. J'avais répertorié plus de 27 cas possibles et sans aller dans des cas extrêmes qui existent encore qu'on pourrait rajouter. Donc en fait, il faudrait aussi qu'on coach précisément quelle est la cause qui produit ce manque d'attention, qui produit ce manque de concentration, pour après voir quelle solution apporter, parce que si on rétablit une meilleure concentration et qu'on élimine la cause, la mise au devoir sera plus simple. Mais il faut bien savoir que le travail régulier sera toujours plus profitable. Alors si l'enfant a du mal à se mettre au devoir, eh bien, il faut voir s'il faut lui laisser une pause, quelle est la pause la meilleure, voilà. Parfois, les enfants qui vont dans des classes en primaire, les enfants qui sont dans des classes multiples à plusieurs niveaux, ils ont souvent des manques de concentration, ça les fatigue beaucoup. J'ai pris des notes, mais allez-vous nous envoyer un résumé de votre conférence? Alors là, je m'adresse à mon chéri qui va répondre à cette question. En tout cas, ce qu'on va vous envoyer, c'est les liens pour les écoles différentes, le texte. Je vous enverrai la diapositive aussi que vous pourrez montrer à vos enfants, les voir pour la veille, hein, voilà. Et puis on réfléchira ensemble si on peut vous faire un résumé. Corinne, les compétences sont appliquées au collège depuis l'an dernier. Ah bon? On met plus net. Ah je ne suis pas sûre que ce soit dans tous les collèges, parce que moi je vois arriver des bulletins tous les jours avec des notes. Alors s'il a des compétences, alors je vais vous dire, dans notre vie, on a fait le collège à la maison, et je me suis dit, tant qu'à faire le collège à la maison, ne mettons pas de notes pour voir. Et j'ai fait l'expérience jusqu'à tout ça. Et je me suis rendu compte que c'était pas bon, parce qu'en fait, quand le professeur corrige, il va souligner très précisément ici, ici. Et du coup, ça pointe exactement là où l'enfant n'a pas compris. Parce que quand on va vous mettre un mot flou, on va vous mettre, il n'a pas bien compris ça. Oui, d'accord, mais dans cette notion, c'est dans ce cas tout particulier qu'il n'a pas compris. Or, le test portait là-dessus. Donc, vous voyez, donc c'est important. Alors, vous avez dans les grandes surfaces des ouvrages parascolaires qui sont très bien faits avec des quiz sur le chapitre ou des exercices sur le chapitre. Donc, peut-être que dans les entraînements, ou regardez quand ils font les exercices, travaillez comme je vous ai expliqué tout à l'heure, refaites-lui faire les exercices là où il a peiné, ou regardez le cahier, si vous êtes en primaire, le cahier de grammaire, là où il a fait les fautes, ne faites pas tout refaire. Et ce que vous pouvez faire, c'est mettre du blanco. Vous pouvez faire la photocopie du cahier, vous mettez du blanco où il s'est trompé, et il va corriger que là où il s'est trompé,
Mais s'il y a encore une erreur, remettez du blanco pour le lendemain. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut travailler. Une copie du diaporama serait parfaite. Nous avons prévu de faire une vidéo qui reprend la conférence. Il y aura un replay. Ah ben voilà, super, merci, mon chéri, pour la réponse. Génial, voilà. On fait des heureux, ça nous rend heureux à notre tour. Encore quelques questions? Eh bien, écoutez, c'est moi qui vous remercie. Je vous remercie beaucoup pour votre belle participation. Je vous remercie beaucoup de contribuer avec nous à rendre les enfants heureux. C'est mon vœu le plus cher, c'est mon omnibulation, mon souci de toujours. Je vous souhaite une merveilleuse rentrée. J'espère qu'elle sera différente. Si vous avez apporté, cette conférence a apporté quelque chose, ça me ferait plaisir que vous nous envoyiez une petite note, un petit message, un petit mail. Je vais vous mettre mon adresse mail parce que ça me permettrait de voir en quoi je vous ai éclairé et peut-être améliorer cette conférence pour l'année prochaine ou l'orienter. Voilà, tout à fait. N'hésitez pas aussi à nous transmettre si vous avez eu des problèmes de son, de vidéo, etc. Qu'on puisse effectivement améliorer aussi de ce côté-là. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez besoin d'un conseil, je vous ai mis notre numéro de téléphone. Voilà. À jeudi, Marie, si vous êtes là, à vous autres, si vous nous rejoignez. Merci infiniment. Ça me ferait plaisir que vous mettiez une petite note pour voir ce que vous avez retiré de cet atelier. Vous me remerciez si gentiment, ça me fait plaisir. Sur 20, quelle note vous mettez? Ça va être ma récompense. Ça va me guider aussi, me permettre de voir. Merci beaucoup. Ça m'a permis de dédramatiser pour la rentrée de CP de mon fils. Oh là, c'est super. Alors, rentrée de CP. Alléluia. Je voudrais vous dire quelque chose de très important. Ça va être mon cadeau en partant. Les enfants qui rentrent au CP ont besoin que leur maman et leur papa continuent de leur lire des histoires. Parce que je récupère des enfants au collège qui ne savent pas lire. Ils sont parfois érudits, mais parce qu'ils ont compris que s'ils lisent mal, on va leur lire des histoires. Alors, ils n'y arrivent pas toujours. Et quand on prend conscience de la chose, ce sont des enfants qui se mettent à lire et merveilleusement bien. Donc, merci d'avoir dit ça. Merci pour vos retours. C'est notre rituel, c'est tellement important ce rituel, où ils apprennent du vocabulaire, où on discute, on échange, et il y a une telle intimité, il y a tellement d'affection, on la vit cette histoire, on la vit à deux, c'est merveilleux. Ajoutez peut-être, on remplace de temps en temps par le massage des pieds, vous ne pouvez pas savoir sur le plan nerveux, sur le plan physique, le bien-être que ça va leur porter et vous porter. Combien de fois je me suis endormie avec mes enfants. Profitez, c'est extraordinaire d'être parent. Ça dure très peu longtemps dans une vie. Les nôtres sont partis et je voudrais que ça puisse continuer encore. Merci infiniment. Bonne soirée et au plaisir de vous retrouver, de vous lire ou de vous entendre. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Merci. À bientôt. Comment faire pour s'inscrire pour la conférence de jeudi, mon chéri, si tu peux leur En indiquer. fait, jeudi, c'est une formation, c'est pas vraiment une conférence. Donc, en fait, c'est payant. Par contre, c'est vrai qu'avec ça, vous profitez, je sais pas, si vous allez sur l'accueil de notre site, vous verrez, il y a un lien. C'est-à-dire vous commandez le module e-learning Apprendre à apprendre qui fait normalement 69,80 et qui là fait plus que 39,09 ou un truc comme ça. Et qui vous donne en même temps accès à la conférence. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez à la fois la conférence live et puis vous avez un e-learning qui vous permet d'avoir une séquence complète d'apprentissage sur apprendre à apprendre, plus les bonus. Il y a un bonus sur la mémoire, il y a un bonus sur cerveau et apprentissage, il y a un jeu pour les enfants, etc. Donc c'est vrai que c'est une bonne opportunité, parce que je crois que ça fait 44% de remise sur le prix public, plus vous avez une conférence live. Voilà. Mais bon, effectivement, celle-là n'est pas gratuite. Voilà, n'hésitez pas à aller sur le site, sur l'accueil. Sur l'accueil, vous verrez sur l'accueil, on parle de notre conférence d'aujourd'hui et on parle aussi de ce module Apprendre à apprendre. Voilà. N'hésitez pas, sinon, un petit mail, il n'y a pas de souci. Bonne soirée. Merci pour cette question de plus. Au revoir. Ah oui, même à 15 ans, je le fais encore à plus de 20 ans. Bonsoir.